3, 2, 1... Salut à tous, c'est le 6ème homme, bienvenue sur la chaîne NBA de Basket Info. Aujourd'hui, avant de vous donner les résultats du concours avec Brooklyn Fizz en fin de vidéo, c'est du contenu coast to coast que je vous propose. Et ouais, en plus, on va évoquer un joueur que vous me réclamez souvent dans les commentaires, Joel Embiid. Ah ouais, clair, il y en a eu des demandes à son sujet. C'est ça, mais j'ai jamais trouvé la bonne occasion jusque-là. Celle d'aujourd'hui est parfaite car son début de saison pose pas mal de questions. Simple mise en route pour certains, déception pour d'autres, beaucoup se demandent s'il n'y a pas finalement trop de hype autour du pivot des Sixers. C'est vrai ça, c'est ce que tu vas analyser aujourd'hui et tu vas t'y prendre comment? Et ben, comme d'habitude, vu qu'on est sur du contenu coast to coast, on va essayer de brosser la question de long en large. Dans un premier chapitre, on évoquera le parcours de Joel Embiid jusqu'à cet été, histoire de mieux évaluer le contexte et de mieux cerner le personnage. Ça permettra ensuite d'ouvrir sur un deuxième chapitre pour exprimer exactement ce qu'on attend du joueur. Dans la troisième partie ensuite, on essaiera de voir pourquoi je me pose cette question. Bah ouais, s'il y en a qui pensent qu'il y a trop de hype autour de lui, c'est probablement qu'il y a des raisons. Enfin, dans une quatrième partie, on mixera tout ça pour apporter des éléments de réponse à une enquête que j'essaierai de mener le plus précisément possible. Y a-t-il trop de hype autour de Joel Embiid ? Évidemment, on ne va pas faire les choses à l'envers, on commence donc par le premier chapitre. Chapitre 1, le parcours de Joel Embiid, d'où vient cette hype? Né à Yaoundé le 16 mars 1994, Joel Embiid se destinait à la base à une carrière de volleyeur. Sauf qu'en 2009, Lukemba Amouté, joueur NBA originaire du même pays africain, a découvert le jeune phénomène physique alors âgé de seulement 15 ans lors de son camp basket annuel dans la capitale camerounaise. Il devient alors le mentor du petit prodige et l'emmène directement avec lui direction les États-Unis. Après une première année difficile à la Montverde Academy, Joel Embiid décide de partir à la Rock School en Floride. Là-bas, en modélant son jeu sur celui du pivot légendaire Hakeem Olajuwon, il fait vite parler de lui. Il mène son équipe jusqu'au titre de l'État en tournant à 13 points, 10 rebonds et 2 contres, tout en se développant énormément physiquement et en progressant à vue d'œil. Il ne lui en faut pas plus alors pour devenir une recrue 5 étoiles et être recruté par l'université de Kansas pour l'associer au jeune prodige qu'était Andrew Wiggins. Ah ouais, l'évolution est fulgurante pour un mec qui vient de découvrir le basket. Ça tu peux le dire et ce n'est que le début. Sauf qu'après des performances très alléchantes à la fac, suite auxquelles les recruteurs commençaient à l'imaginer comme un futur first pick, sa saison fut ruinée à cause d'une blessure au dos. Et même si ça l'a privé de tournoi final, Joel a quand même eu 28 matchs pour se montrer et produire des chiffres très intéressants. 11 points, 8 rebonds et 2,5 contres en à peine 23 minutes de temps de jeu moyen. Au final, malgré une nouvelle blessure au pied qui est plutôt inquiétante, il décide quand même de se présenter à la draft en 2014. Ça lui vaut d'être sélectionné avec le 3ème choix par des Sixers en complète reconstruction. C'était un choix risqué pour Philly, non? Pas tant que ça, car avec le GM Sam Hinkie aux commandes, les objectifs sportifs à court terme n'étaient pas bien élevés pour ces Sixers. Leur tanking était à peine caché et ça laissait tout le temps nécessaire à Joel pour se remettre pleinement de ses différentes blessures. Et le temps, ils l'ont pris. Le pivot a vécu différentes rechutes et n'a pas pu jouer un seul match lors des 2 saisons qui ont suivi sa draft. Les langues commençaient alors à se délier et le spectre de Greg Oden, pivot annoncé comme ultra dominant mais dont la carrière fut ruinée par d'importantes blessures, était bel et bien présent. Mais après un nouvel été à travailler, Joel Embiid est enfin prêt à jouer pour le début de la saison 2016-2017. Dès son premier match, en seulement 22 minutes, le gars cumule 20 points et 7 rebonds, mais surtout montre une aisance incroyable en défense et dans le jeu au poste. Si beaucoup pensaient que les comparaisons avec Hakeem Olajuwon étaient exagérées, ils commencent désormais à revoir leur copie. Embiid est costaud, puissant, habile, adroit et très dur à contrôler lorsqu'il joue dos au panier. Et même si cette saison-là, en raison de pépins au ménisque et de précautions extrêmes, il ne joue que 31 matchs pour un temps de jeu moyen de 25 minutes, il termine sa campagne rookie à 20 points, 8 rebonds et 2,5 contres de moyenne, remportant des trophées de rookie du mois et même de joueur de la semaine. Ok, c'est prometteur, mais seulement 31 matchs sur 82 possibles, ça l'est beaucoup moins. Ça, c'est vrai, mais la saison suivante fut plus cool. Associé à Ben Simmons, qui lui aussi venait de passer une saison blanche, Joel se montre encore plus. Il signe un contrat max, fait sa première apparition lors d'un All-Star Game, joue 63 matchs, est élu dans les teams All-NBA et All-Defensive et réalise une perf énorme face aux Lakers au Staples Center. 46 points, 15 rebonds, 7 passes et 7 contres. En plus de ça, les Sixers commencent à gagner, ils se qualifient en playoff pour la première fois en 6 ans et accèdent même au 2e tour. Là, je peux te dire que la hype, elle grandit autour de Joel. Le process semble réellement en route.
Pour l'instant, afficher un tel niveau pour un joueur qui a joué si peu de matchs, je comprends qu'on parle autant de lui. Ouais, et encore, je t'ai pas parlé de sa saison 2018-2019. Même chose mais en mieux, 64 matchs joués, All-Star, All-NBA, All-Defensive, des stats de 27 points et 14 rebonds, mais aussi un nouveau deuxième tour de playoff suivi d'une élimination en 7 matchs sur un tir devenu légendaire de Kawhi Leonard, futur champion avec Toronto. Petit bémol tout de même, avant le All-Star break, Joel avait joué 54 matchs sur 58 possibles, affichant un temps de jeu moyen de 34 minutes. Ça faisait peut-être beaucoup. Une tendinite au genou l'a alors forcé à manquer la fin de la saison et même le début des playoffs. Et soyons francs, le pivot avait l'air parfois un peu cramé lors de cette post-season. Enfin, si l'on veut être complet avant d'aborder le deuxième chapitre, notons que Joel Embiid s'est fait une spécialité des jokes et des punchlines dans les réseaux sociaux. Toujours le mot pour rire ou pour plaisanter, il en a séduit beaucoup par son sens de la répartie. Des mecs comme André Drummond, Hassan Whiteside ou Karl Anthony Towns sont vite devenus ses victimes favorites. Attention à ne pas aller trop loin cependant, mais ça, nous y reviendrons plus tard. Chapitre 2, les attentes autour de Joel Embiid. Forcément, après des débuts pareils, même s'il y a toujours des doutes sur sa santé, les attentes sont hautes autour de Joel Embiid. Lui en tout cas affiche clairement ses objectifs. Mon but est de gagner une bague, mais ce n'est pas tout. Cette année, la chose sur laquelle on va se concentrer particulièrement, c'est d'obtenir la première place à l'Est. Pour ça, il nous faudra une 60aine de victoires. Je sais que si notre équipe a du succès, ça m'aidera à atteindre d'autres objectifs comme être meilleur défenseur de l'année et MVP. Sauf que bon, il y a objectifs et attentes. Autant c'est normal de voir le plus haut possible quant à ses objectifs personnels, autant pour les attentes, j'aimerais qu'on soit plus lucide. Alors les trophées individuels dont parle Joel, pourquoi pas, mais peut-être pas pour cette saison quoi. Donc examinons les choses dans l'ordre et parlons de ce que l'intérieur a fait cet été. Déjà, notons que le gars est arrivé au training camp en affichant sur la balance 9 kilos de moins que la saison précédente. 9 kilos, c'est énorme et c'est qui tout double. Oui, ça peut l'aider à rester en forme, c'est bon pour ses genoux et ses articulations, mais attention à son jeu. Joel Embiid est un pivot qui utilise énormément sa puissance et ça pourrait l'handicaper dans son jeu de haut panier d'avoir perdu tant de poids. Ensuite, évoquons l'effectif des Sixers. On va pas tout énumérer, mais on va évoquer la chose qui pour moi est la plus importante pour Joel, le fait que cet été, ils aient recruté Al Horford capable de jouer au poste 4 comme au poste 5. Bien sûr, Horford et Embiid peuvent être associés. Mais ne nous le cachons pas, l'objectif numéro 1 des Sixers en faisant ce recrutement, c'était d'avoir un autre joueur dominant à l'intérieur pour pouvoir davantage faire souffler leurs pépites. Du coup, ouvrons les yeux, Joel veut être MVP, mais les dirigeants des Sixers, Elton Brand le premier, ont tiré des leçons de la dernière post-season. Quand je parle à Joel, il comprend que notre but est qu'il atteigne sa forme maximum au moment des playoffs. Alors parlons peu, mais parlons bien. Oui, on attend que Joel Embiid soit All-Star. Oui, on attend de lui qu'il soit un candidat sérieux au trophée de MVP en fin de saison. Mais ce qu'on attend de lui surtout, c'est qu'il fasse gagner les Sixers, notamment à partir du mois d'avril. Un trophée de MVP ou de défenseur de l'année, why not, mais malgré tous les discours du Camerounais, ça ne doit pas être l'objectif principal à court terme. Chapitre 3, qu'en est-il en ce début de saison? Que vous vous en soyez aperçu ou pas, Joel Embiid a subi pas mal de critiques depuis le début de cette campagne. Et si je me pose la question de la hype, c'est sûrement pas pour rien. Déjà, je vous avais dit que je vous reparlerai de ses déclarations dans les réseaux sociaux et c'est sûrement le moment. Autant elle faisait rire beaucoup de monde en son début de carrière, autant là, je crois que les gens commencent à s'en lasser. Personne n'a oublié sa bagarre avec Karl Anthony Towns. Allez, disons que ça peut arriver à tout le monde de péter un plomb et de se battre, mais l'huile sur le feu qu'a rajouté Joel à la suite de cette échauffourée était inutile et ça n'a pas plu à grand monde, c'est normal. C'est beau de rigoler, c'est beau de chambrer, mais si ça doit pénaliser l'équipe, c'est bien moins joli. Je suis assez persuadé que Joel aurait été moins sévèrement puni s'il n'en avait pas tant rajouté ensuite. Pas besoin d'être Einstein en plus pour comprendre que les 2 matchs de suspension que lui a infligé la NBA suite à cette histoire étaient très pénalisants pour des Sixers qui essayaient alors de développer une alchimie. Oui, mais bon, c'est dans son caractère aussi d'être exubérant, et si ça le motive et qu'il assure sur le terrain ensuite, on peut lui pardonner, non? Eh bien, c'est peut-être là que se situe le deuxième problème. Depuis le début de la saison, quasiment toutes les stats de Joel Embiid sont en baisse. 5 points de moins, 1,5 rebond de moins, 0,5 contre de moins, 3% de moins de réussite au tir. Alors ok, Joel joue aussi 4 minutes de moins en moyenne, mais quand même, tous ces chiffres sont également en berne si on ramène ses stats à 36 minutes. Bon, après, il y a quand même pas que du négatif. Depuis le début de sa carrière, l'un des soucis principaux de Joel Embiid est la façon dont il réagit sur les prises à deux. Dans ces moments-là, il a un peu une tunnel vision et a tendance à trop forcer plutôt que de tenter de ressortir sur ses coéquipiers. La majorité de ses pertes de balles vient d'ailleurs de ces situations-là. Par contre, même s'il y a encore beaucoup de boulot, ce fut moins le cas ces derniers temps. Les matchs où il délivre plus de passes décisives qu'il perd de balles, même s'ils sont encore rares, sont de plus en plus fréquents. Mais je ne veux pas parler que des chiffres, même si déjà avec cette histoire de prise à deux on parlait du jeu. Pour moi, il y a des choses qui se jouent dans le mental aussi. Ok, l'objectif numéro 1 est que Joel reste en bonne santé. Ok, le pivot doit s'économiser, c'est pour ça qu'il joue moins. Mais est-ce pour ça qu'il doit perdre son agressivité? Je ne crois pas. Depuis le début de la saison, il affiche une nonchalance qui peut poser question. Sa performance à 0 points face à des Raptors contre qui on pouvait espérer
récupérer un esprit revanchard a fait tâche. Et pour une fois, ce n'est pas Joel Embiid qui a chambré, parce que Drake n'a pas hésité à ouvrir sa bouche ce jour-là. MVP, ouais. Joel Embiid a toujours eu du mal contre Marc Gasol et l'Espagnol s'est fait une spécialité toute sa carrière de faire péter des plombs à ses adversaires. Partout sur le terrain, où que je sois, Marc Gasol faisait attention à être collé à moi. La stratégie a porté ses fruits. Embiid a tellement été frustré qu'il est complètement sorti de son match. À la fin, quand le match était encore serré, il s'est mis à envoyer des 3 points complètement hors rythme et à perdre des balles plutôt que de laisser le jeu venir à lui. Là, je crois qu'il y a un truc qui s'est débranché et tout ça, ce sont des points qui peuvent vraiment susciter des interrogations. Je ne peux pas me permettre d'avoir ce type de production. Jamais je n'aurais imaginé pouvoir terminer un match NBA à 0 points. Mais c'est comme ça, des fois les shoots rentrent, d'autres fois ce n'est pas le cas. Là, dans les mots, la remise en question n'a pas l'air d'être au top, et c'est en partie pour ça que je me pose la question de la hype. C'est donc à partir de là que nous allons enchaîner sur notre dernière partie. Chapitre 4, y a-t-il trop de hype autour de Joel Embiid? Avant toute chose, Joel Embiid doit se poser une question. Veut-il se contenter d'être un All-Star chaque année ou veut-il devenir le meilleur? Veut-il suivre la trajectoire d'un Dwight Howard ou préfère-t-il celle d'un Shaquille O'Neal? Le mec a tous les outils pour être le joueur le plus dominateur de la ligue et est intraitable lorsqu'il joue sur sa puissance. Mais il y a aussi un autre côté où la saison régulière est un marathon et le joueur doit faire attention à sa santé. Comment dominer tout en s'économisant? C'est ce qui rend la situation si complexe. Pour Joel, en fait, il ne s'agit ni d'une question de talent, ni d'une question d'éthique de travail, ni même d'une question de passion du jeu, mais plutôt d'une question de concentration. Et là, le truc qu'il faut qu'il se dise, c'est que ce n'est pas parce qu'il joue moins qu'il doit se désinvestir. Ça a été clairement démontré sur ce début de saison, il ne dominera pas en faisant seulement le minimum. Ah ben ça y est, t'y arrives déjà, t'es en train de nous dire qu'il y a trop de hype autour de lui. Je dis pas que t'as tort, mais je dis pas que t'as raison non plus, laisse-moi finir avant de tirer des conclusions. Revenons à son match choc face aux Raptors. Et ce que j'ai aimé, c'est que malgré son discours fataliste et plein de frustration en fin de match, il y a clairement eu une réaction sur le parquet ensuite. Dès le match suivant, Embiid s'est complètement vengé sur les Kings. Première action, premier ballon, et il va traumatiser Richaun Holmes sur un poster dunk. Là, on retrouvait le vrai Joel, sa nonchalance, il l'a mise de côté et ce fut le retour du bully ball. D'ailleurs, depuis cette rencontre assez récente, le Camerounais est clairement monté en régime. Avait-il besoin d'un électrochoc? Sur les 5 derniers matchs, il tourne à 27 points et 15 rebonds sans jouer forcément beaucoup plus. Et là, en fait, la clé n'est pas forcément dure à trouver selon moi. Elle vient purement et simplement de l'agressivité qu'il met dans son jeu. Et si vous ne croyez pas, encore une fois, j'ai des chiffres pour le prouver. Depuis le début de la saison, Embiid ne tirait que 8 lancers francs en moyenne par rencontre contre 10 l'an dernier. Depuis sa contre-perf face aux Raptors, il en tire 13 en moyenne avec en point d'orgue un magnifique 15 sur 15 face à Indiana, le plus grand nombre de lancers francs obtenus dans un match sans un seul raté par un Sixers depuis Iverson en 2006. J'ai changé mon état d'esprit. Je n'étais pas assez agressif depuis le début de saison, donc je le suis désormais davantage en cherchant les contacts et en faisant en sorte que les joueurs fassent faute sur moi. Donc ce qu'il en est sur le premier quart de cette campagne 2019-2020 est assez clair. Pendant une grosse dizaine de matchs, on a eu un joueur plutôt nonchalant cherchant probablement à s'économiser pour le printemps. Depuis 5 rencontres, on a à nouveau un monstre. Donc si je fais le bilan du côté de Joel Embiid, le bon dosage est probablement difficile à trouver entre l'agressivité et la gestion de son corps. Sa fatigue lors des derniers playoffs l'a mené à apprendre à s'économiser. Sa suspension suite à l'affaire Towns va lui apprendre à moins ouvrir sa bouche. Son récent choc face aux Raptors lui a montré qu'il ne pouvait pas dominer en livrant seulement le minimum. À chaque fois, il prend des leçons et il y a des réactions. Du coup, à Joel désormais d'apprendre à jouer plus régulièrement à fond, même sur un temps de jeu qui est moins important. Et ce qui me rend optimiste, comme je le disais, c'est qu'il semble bien assimiler les leçons. 6 x 1, 6, 6 x 2, 12, 6 x 3, 18, 6 x 4, 24. Ben ouais, n'oublions pas qu'à 25 ans, Joel Embiid, playoff compris, n'a même pas 200 matchs d'expérience derrière lui. On sait qu'un intérieur met parfois plus de temps à se développer, et si on n'accepte pas que c'est encore le moment de mûrir pour lui, c'est qu'on est trop sévère. Puis revenons un peu dans le passé, Michael Jordan a vécu des coups durs, LeBron James a vécu des coups durs. Tous les deux ont vivement été critiqués avant de devenir légendaires. Les deux ont toujours réussi à rebondir, et c'est là que se fait la différence entre l'élite et le niveau un petit peu en dessous. En vrai, c'est la façon dont on encaisse toute cette pression et tous ces aléas qui est primordial. Les moments difficiles, tout le monde en connaît et il demande une réaction appropriée. Brett Brown est ainsi sûrement la meilleure personne pour accompagner Joel dans ce processus et le pousser à ça. Voilà d'ailleurs ce que le coach a dit après le match à 0 points face à Toronto. Nous allons réfléchir à faire ce qu'il faut faire pour progresser et nous y arriverons. Là, 10 minutes après le match, ça craint. Mais demain, quand on se lèvera, nous serons plus sages. Nous aurons assimilé ces choses qui nous permettront de mieux répondre à l'avenir. C'est exactement l'idée pour Joel et je pense qu'il en est capable. La hype qu'il y a autour de lui, il ne l'a pas volé. D'ailleurs, pour ceux qui doutent encore en
affirmant que les résultats des Sixers ne suivent pas en ce début de saison, rappelez-vous de quelque chose. L'effectif des Sixers a profondément été remodelé au cours de ces 12 derniers mois et l'équipe affiche un bilan de 15 victoires pour 7 défaites sans aucune déconvenue à domicile. Lorsque LeBron James est arrivé à Miami en 2010, le Heat affichait au bout de 17 matchs un bilan de 9 victoires pour 8 défaites. Tout le monde disait qu'il y avait trop de hype autour d'eux et que LeBron, même entouré de Wade et Bosh, ne remporterait jamais de titre. Pourtant, l'équipe a remporté 21 des 22 matchs suivants, est arrivée en finale cette année-là et a été baguée la saison suivante. Et ouais, parfois on le regrette quand on parle trop vite. Là, nous ne sommes que début décembre et Joel Embiid n'a que 25 ans, rien n'est encore fait. Le pivot a encore de belles années devant lui et surtout a déjà montré une excellente capacité à réagir. Et puis même si l'on veut voir les choses à court terme en pensant seulement à cette saison, les erreurs il vaut mieux les faire maintenant qu'au mois d'avril. Après, il y a un point sur lequel je suis d'accord, les apparitions intempestives du Camerounais dans les réseaux sociaux peuvent en saouler certains et je le comprends. Mais bon, soyons un peu tolérants et rappelons-nous que le mec est encore en train de mûrir, encore en train de grandir. Certains arrivent à le faire rapidement et d'autres beaucoup moins, espérons pour Joel que ce ne soit pas son cas. Quoi qu'il arrive, un maximum de choses passe par la capacité à pouvoir rester focus sur ses objectifs. C'est ce qui fait la différence entre un Shaq et un Dwight par exemple. Et je dois dire que les choses que j'ai vues jusque là chez le pivot des Sixers ne me rendent pas pessimiste. Pas encore en tout cas. Alors à ce jour, pour conclure, tous les éléments évoqués dans cette vidéo ne me permettent pas de dire de façon précipitée qu'il y a trop de hype autour de Joel Embiid. Voilà pour ce qui est de Joel Embiid, voilà pour ce qui est de ce 16e Coast to Coast. Mais comme d'habitude, je ne vous laisse pas sans faire une place à votre rubrique. Et comme promis aujourd'hui, ce sont les résultats du concours avec Brooklyn Fizz, l'épicerie américaine, que je vous annonce. Ils offraient à 2 d'entre vous un bon d'achat de 50 € à dépenser sur leur site. Mais pour le gagner, c'était pas si facile. Il fallait répondre juste à ma question concernant ma première vidéo gaming. Qui avais-je décidé de drafter avec mon premier choix lors de ma draft d'expansion? La bonne réponse était Dejounte Murray et vous avez été plus de 150 à la trouver, bravo. Et du coup, parmi vous, les 2 qui ont été tirés au sort sont Yann Sauer et Moon Cuddy. Félicitations. À partir de maintenant, vous avez exactement une semaine pour m'écrire à l'adresse mail contact que vous pourrez trouver dans la description. Passé ce délai, je remettrai les lots en jeu sur Instagram. En parlant d'Instagram d'ailleurs, consolez-vous les perdants et venez vite me follow si vous ne le faites pas encore. Je fais aussi plein de concours là-bas. Ce matin, par exemple, j'ai fait gagner un super bouquin édité par Talent Sport. Et ça se peut même que je le fasse gagner un de ces 4 dans une future vidéo YouTube. Alors pour ne pas manquer ça, je vous invite définitivement à écouter ce que Babacar Niang a à vous dire. Salut à tous, c'est Babacar Niang. Allez tous vous abonner à la chaîne YouTube du 6e homme. Merci à toi et bien sûr activez la cloche pour recevoir les notifications et ne rien manquer sur la chaîne. J'ai appris que même si vous étiez abonné, YouTube ne proposait pas forcément les vidéos, ce qui est un peu relou j'avoue, d'où l'importance de la cloche. Bref, pour revenir à Babacar Niang, pour ceux qui le connaissent mal, c'est un intérieur de 28 ans qui cette année est revenu sous les couleurs du Hier Toulon Var Basket. Fort de 5 saisons très prometteuses en Pro B qui lui ont valu une présélection en équipe de France A', il a malencontreusement enchaîné les blessures depuis. Ça lui a coûté 2 saisons blanches entre 2016 et 2018. Mais Joel est là pour le prouver, même après 2 saisons blanches on peut rebondir. Alors que Babacar Niang se remet actuellement d'une rupture des croisés qu'il a contractée en avril dernier avec Nantes, on lui souhaite de faire son retour le plus vite possible avec le HTV en N2. Le mieux serait que l'équipe réussisse à accéder à la Nationale 1 et que l'intérieur réussisse à faire le plus rapidement possible son retour au plus haut niveau. Yes, good luck à toi Babacar, et vous pensez à aller lui donner de la force sur les réseaux. Ouais, clairement c'est important en période de rééducation. Bon en tout cas, pour le reste de l'actu, c'est sur Basket Info, vous pourrez notamment y trouver une super analyse de ce qui est en train de devenir l'attaque des Mavericks sous Luka Doncic. Pour débattre et échanger avec la communauté de passionnés, c'est encore et toujours sur Discord que ça se passe. Je mettrai les liens de tout ça en description bien sûr. Et pour finir, vous connaissez les bails, ce qui me ferait plaisir ce serait que vous me mettiez un énorme pouce bleu si vous voulez pas que votre idole devienne la nouvelle victime préférée de Joel Embiid. A très vite. Yep.